Voilà. Donc, tout d'abord, on va charger les bibliothèques de base. Donc, NumPy, Pandas. Ah, il faut agrandir un peu. Ça va, Hakran, نشوفوا. Alors, puis, Pandas. Pandas, en fait, c'est un module maintenant qui est devenu hyper important. Matplotlib.pyplot, SPLT, puis Matplotlib inline. Bon, je vais répéter rapidement. NumPy, en fait, c'est un module qui permet d'accélérer les calculs en Python. Ça s'appelle Numerical Python. On va trouver toutes les fonctions mathématiques indispensables pour les calculs. Pandas, c'est pour panel data. C'est un module qui permet de charger des données. Vas-y, c'est pareil. Matplotlib, c'est pour tracer. Matplotlib inline, c'est pareil. Matplotlib inline, en fait, c'est pour garder c'est pour connecter ou bien pour tracer les figures vraiment sur le fichier. C'est pour coller les figures dans le fichier Jupyter. Allez. En fait, je vous ai envoyé. OK. De toute manière, hein, si vous êtes en ligne, je vous conseille de vous connecter en ligne. Je vais vous envoyer le code. Sinon, c'est simple. Hein. Sinon, c'est très simple. Allez, s'il vous plaît, et essayez d'ouvrir le fichier edX kit 129. Vous allez trouver, grosso modo, tout le code que je vais l'écrire ici, lié à cette certification. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'ouvrir ce fichier. C'est-à-dire le fichier l'autre, le fichier EDEC. Ah non, en fait là, ce sont des stratégies, oui. Donc, je vous demande en fait d'ouvrir le fichier EDEC. En fait, c'est une série temporelle, d'accord? Ce sont des séries temporelles. Ouais. Donc, je viens ici, j'écris chargement des données, d'accord? Donc des F1 et F2. Allez, PD read CSV. Hein. Ce sont deux fichiers. En fait, ce sont tout simplement deux fichiers. Enfin, juste, je vais mettre ces deux fichiers dans un endroit facile à accéder. C'est quoi? C'est EDEC. Oui. Donc, je copie EDEC, copie portefeuille. Et voilà. Donc, c'est déjà bien ça. Download. Mais, allez. Donc, tu dis read CSV, puis portfolio. Voilà. Donc, on va lire le fichier portfolio format en ME, monthly et W. OK? Puis, l'autre fichier, EDEC. En fait, l'EDEC, c'est une école du management, oui, mais qui contient un institut du risque. Hein. Ils font beaucoup de recherches en finance. Oui. Oui, par email. Oui. Et وبعث لكم en fait حاجه باهيه بعث لكم disons البيبليوتيك الكل نتاع ليديك نتاع لي ماناجور دي بورتفوي finance quantitative. عندكم à peu près 762 lignes نتاع code Python نتاع البيبليوتيك نتاع ليديك. Et je vous invite en fait à passer la certification.
si c'est possible pour vous. B, allez, donc, on va regarder tout d'abord le premier data frame. On va regarder le premier data frame. Pardon, le deuxième data frame. Bon, qu'est-ce qu'on remarque? B. Ok. Ok. En fait, là qu'est-ce qu'on remarque? En fait, on remarque qu'il y a un petit souci par rapport à la colonne date. Par rapport à la colonne date, il y a un souci. Ah, on doit la transformer. Oui, oui. C'est-à-dire là, regardez. Là, par exemple, là. Si on veut, par exemple, tracer, bien, laissez-moi utiliser iLock. iLock, toutes les lignes, en fait, on va tracer à partir de la colonne numéro 1. Ça date ici, c'est la colonne numéro 0. Hein, vous êtes d'accord? C'est-à-dire à partir de convertible arbitrage, quoi, jusqu'à la dernière colonne, funds of funds. Donc, comment on fait? Moi, je vais commencer à partir de la colonne numéro 1 et non pas de la colonne numéro 0. Donc, je viens ici, je vais mettre 1. Je mets 2 points jusqu'à la fin. Ok? Bon, quand j'exécute, tu vois, j'ai supprimé la première colonne, enfin, temporairement. Puis, je vais utiliser plot. Et voilà. Donc, je vais lui dire legend equal false. Boum, on obtient ça. On obtient les rendements de ces 13 stratégies. On est en finance de marché, là. Là, ce sont 13 stratégies. Nous avons 14 colonnes. Nous avons supprimé une colonne date. Donc, nous avons 13 stratégies. Ben, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que malheureusement, l'axe des X ici n'est pas indexé avec une date. Nous, on a envie d'avoir des dates ici. D'accord? On veut suivre des portefeuilles. Vous avez rendu quoi le projet analyse de données financières. Vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire portefeuille? Oui. Un portefeuille est constitué par des actifs, par des passifs, par des actions, par des bandes de trésors, bref. Donc, on veut suivre l'évolution du portefeuille. Ça, c'est le rendement. Le rendement. Est-ce que vous connaissez la formule du rendement? Le rendement, c'est le prix aujourd'hui moins le prix hier divisé par le prix hier. Éventuellement, bien sûr, si on dit, on travaille en fait sur le prix de fermeture. Donc ça, c'est un problème. Hein. Ça, c'est un problème. Non, on veut avoir une série temporelle. On veut avoir une série temporelle. Donc, sur l'axe des X, on doit avoir des dates, non pas des points. Est-ce que c'est clair déjà? B. Bon, je vous envoie ça quand même pour vos amis. Allez. Donc, regardez ce qu'on va faire. Donc, je reviens à DF2. Donc, j'ai en fait date ici. Donc, en fait, l'idée est simple. Je vais utiliser la fonction toDateType. toDateType. Puis, je fais df2.index. D'accord? Et puis, je vais choisir un format. Donc, le format, ça sera year month. Voilà. Donc, quand j'exécute, j'obtiens un message d'erreur. Donc, c'est quoi le problème ici? Ah oui. Donc, il faut... Non. Ici, en fait, c'est tout à fait normal. Car lui, ici, il a parsé quoi? Il a parsé la première colonne. Donc, regardez. Je vais faire CTRL-A, CTRL-X, DF2. En fait, là, il a parsé l'indice. Moi, je veux, c'est-à-dire transformer la date comme indice. Voilà, l'index.
Donc, c'est simple. Il suffit de venir ici, hein, chargement des données. On vient ici au chargement des données et on va lui dire index call est égal à 0. Voilà, index call est égal à 0. C'est-à-dire, je lui dis, choisis-moi la colonne numéro 0 comme indice. Bon, chauffe. Ben, regarde, Rayet. Je vais supprimer index call ici. Je vais supprimer index call. J'exécute. D'accord? Puis, regarde-moi un DF2. Elle est où la colonne numéro 0? Ça c'est la colonne numéro 0. Non, ça, c'est l'indice. D'accord? Ça, c'est la colonne numéro 1 et ainsi de suite. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va lui dire ici? C'est-à-dire, dès la lecture du fichier, attention, hein, on va lui dire index call est égal à 0. Donc, tu dois considérer l'indice, ou bien comme indice, tu prends la colonne numéro 0. Donc, index call reçoit 0. Ça va? C'est clair? Mais, donc, je vais vous envoyer ce bout de code. Vous pouvez suivre aussi, hein, pas sur Google Meet. Non. Mais même si on fait ça, mais on finit par avoir, en fait là, j'ai par exemple le 31 en 1997, le 28-02 1997. En fait, ces données, ce sont des données journalières ou bien des données mensuelles. Donc, il faut maintenant transformer ces données de telle manière qu'on va afficher uniquement les mois. Voilà. On va afficher uniquement les mois. D'accord? Donc, à cet égard, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, le code, il est rédigé ici. Hein. Donc, toi, par exemple, au lieu de me suivre, tu peux tout simplement appeler cette fonction. C'est-à-dire, tu prends cette fonction comme ça, tu fais ça. D'accord? CTRL-C. Viens ici. Tu fais CTRL-V. Tu exécutes. Puis tu fais get HFI. Bon, tu supprimes data. Hein. Tu supprimes tout simplement là le répertoire data. J'exécute. Et ça, j'exécute. Voilà, j'obtiens. Tu vois, tu peux utiliser la fonction directement. Hein. Juste là, tu me supprimes data. Tu me supprimes data, le répertoire data. Enfin, c'est-à-dire que tu mets le chemin absolu de ton fichier. Maintenant, quand j'exécute la fonction, eh ben, j'obtiens ce que je veux. Hein. C'est-à-dire des colonnes et l'indice, eh ben, c'est une date avec des mois. Bon, allez, je vais travailler doucement. B. Non? En fait, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons transformé la première colonne vers l'indice. C'est-à-dire, on a considéré ça comme indice. Puis, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transformer, en fait, les dates sous un format mensuel. Car nous avons donné un mensuel ici. Ce ne sont pas des données journalières. D'accord? B. Si toi, hein, tu es pressé, c'est simple. Hein. Tu peux appeler cette fonction qui se trouve dans le fichier. Hein. C'est-à-dire que tu fais ça, get HFI returns. H c'est hedge, F fund. D'accord? Get hedge fund returns. Voilà, EDEC hedge fund index returns. Returns, c'est-à-dire le rendement. EDEC, en fait, c'est une école, c'est un business school qui est très dossier. Ils ont de l'argent et ils contribuent dans la bourse. Voilà. Peut-être, mais l'EDEC, en fait, est né en 1902 ou 1908. Peut-être ESB, après un siècle, il va faire ça. Peut-être après un siècle. Parse data, en fait, moi, j'ai essayé, c'est-à-dire tu mets parse date égale à true ou bien égale à false, c'est la même chose. Parse, ça veut dire essayer de comprendre les dates, le format date. Okay? Non, ici, de toute manière, le fichier, puisque comme je vous ai envoyé ça, hein, si tu vérifies, le format est facile à lire.
C'est-à-dire Python, là. Bon, c'est facile à comprendre pour Python, pour Pandas. Mais chouf, mais c'est une bonne question. Hein. En fait, tu gardes parse dates, ou tu mets false ou bien tu mets true, ça va donner la même chose. B. Non, on n'a rien changé dans les données. Les données, non. En fait, la seule chose, c'est que quand, en fait, mais c'est un rendement, regarde, un rendement est exprimé en pourcentage, non? Un rendement est exprimé en pourcentage. Donc, le 1,19, c'est 1,19%. Donc, dans la fonction, allez, on va utiliser la fonction. Donc, si tu regardes la fonction, qu'est-ce qu'on fait? On lit le fichier, on lui dit hidr égale à 0. Hein. Bon, ça c'est optionnel. De toute manière, l'entête, c'est le hidr. Index call est égal à 0. C'est-à-dire, on transforme la colonne numéro 0 comme indice, comme index. Parse date, c'est égal à true. C'est facultatif. Dans notre cas ici, c'est facultatif. Puis, je prends les valeurs, c'est-à-dire les rendements, et je divise par 100. Pour obtenir vraiment ça, 0,019, 00. Par exemple, là, c'est quoi 0,0119 en réalité? C'est 1,19%. C'est un rendement de 1,19%. C'est clair? Puis, là, je fais index to période M. M, c'est month. D'accord? Oui, donc en fait, là, ça, c'est janvier, février. Oui, chauffe, regarde, mets grand Y. Allez, mettez grand Y, s'il vous plaît, là. Ça va donner here. D'accord? Here. Bon, nous, on va travailler avec math. Enfin, en série temporelle, c'est très important de savoir ces manipulations. Il faut savoir manipuler les données. Hein. Vous avez fait un peu de série temporelle, non? Enfin, un peu. Vous avez fait un gros module de série temporelle. Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Aïe, je mets. Donc, on va envoyer le résultat ici de cette fonction dans data. D'accord? Dans data. Puis, donc là, qu'est-ce qu'on a? Bon, regardez, par exemple, si on veut récupérer les données allant de 1997 jusqu'à 1998, ben, on peut faire ça. Donc, on valide qui n'a pas voulu faire ça. Mais c'est pas grave. Ouais. Attendez, c'est quoi le type de data? Oui, c'est un data frame. Ok. Allez, regardez. On va tracer, par exemple, ce portefeuille, long short equity. En fait, ici, on va trouver 13 stratégies. Finalement, quand j'ai passé la certification, en fait, la stratégie basée sur la maximisation du ratio de Sharpe, c'est l'âge de pierre. Apparemment, il existe en fait plein d'autres stratégies. Il existe plein de stratégies en finance de marché. Il n'y a pas que des stratégies basées sur le ratio de Sharpe, sur la maximisation du rendement, minimisation du risque. الراتيو de Sharpe قريب فيه مش قريب فيه مع الحاجات هذه ماهيش اكاديميك يعني ماهيش اكاديمي قريب فيهش ces stratégies ok. خاطر Sharpe كل شيء ما قريبهم في الفاك خاطر approuvé académiquement approuvé. Mais académiquement, mais depuis la crise financière de 2008, en fait, c'est-à-dire il y a des hedge funds qui ont perdu des milliards de dollars. Bien sûr. Donc l'utilisation c'est-à-dire de cette stratégie, c'est pas grave. Hein, vous avez travaillé sur cette stratégie pendant votre projet. À la limite, c'est un projet académique. Hein.
Mais ce n'est pas suffisant, alors, c'est pas suffisant. Bon, malheureusement, notre master, ce n'est pas un master en fait de finance. C'est un master générique. Regardez qu'est-ce qu'on va faire. Donc, par exemple, on va prendre cette stratégie. Allez, donc, je fais data. Je fais data. Puis, voilà. Donc, on va tracer l'évolution du rendement, ou bien la série temporelle du rendement de cette stratégie, long short equity. Donc, je regarde côté fin. Ah oui. الولاد من بعد ماهمش هذول ماهمش قاعدين يتبعوا برشا. شو كذا البلاندد ليرنينغ هذايا مش سهل حتى تعرف. به تبقى قاعدين تتبعوا معايا. به توا. Regardez qu'est-ce qu'on va faire. En fait, on va tracer l'évolution de... Voilà. Allez, on va tracer l'évolution de cette stratégie. C'est-à-dire du rendement de cette stratégie. Qu'est-ce qu'on remarque? Ok, très bien, c'est une série temporelle. L'axe des Y, j'ai le rendement. Enfin, peut-être que je parle chinois là. Le rendement, en fait, le rendement, c'est très simple. Hein. Le rendement, tu prends le prix d'aujourd'hui, moins le prix d'hier, voilà, du mois dernier, et tu divises par le prix. Ah, PCT. Oui. Non, mais le fichier. Oui, je sais, mais non, mais le fichier contient déjà le rendement. On ne travaille pas sur le prix. Le fichier, lui. Le fichier, lui, hein, ce fichier, contient le rendement, contient cette formule. B. Allez. Donc là, j'ai tracé cette série temporelle. Je pose une question, une simple question. Est-ce qu'avec, d'après vous, est-ce qu'avec les algorithmes que vous avez étudiés en machine learning, en data mining et en série temporelle, est-ce qu'on peut prédire le futur ici? Est-ce qu'on peut prédire le futur? Par exemple, imaginez, hein, c'est-à-dire, il faut regarder la normalité de cette variable. Hein. En fait, regardez là. Déjà, qu'est-ce qu'on remarque? Fig size 12,6. Ah, c'est joli, hein? Allez, mettez fig size égal à 12,6. Fig size. Normalement, les données financières n'appliquent que log l'échelle نقص ou la variance. C'est-à-dire, pour que tu puisses calculer le rendement, tu utilises la formule du log. Oui. C'est-à-dire log de PI divisé par PI moins 1, c'est ça? C'est ça ce que tu veux dire? Ça, c'est la formule continue du rendement. Ça, c'est un rendement continu. Nous, on travaille avec un rendement. Nous, on travaille avec un rendement discret. C'est un rendement discret. Ça, c'est un rendement discret. Bien évidemment, hein, éventuellement, les dividendes ici. B. Allez, regardez. Bon, quand je vous trace ça, quand même, bon, je vais ajouter un truc là, PLT grid. PLT grid. Allez. En fait, d'après vous, hein, un investisseur, il s'intéresse à quoi quand tu vois le rendement?
Oui, oui, un investisseur s'intéresse à la bien sûr au profit. En fait, là, c'est zéro. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, zéro? Ça veut dire, en fait, que le prix n'a pas changé. Le prix n'a pas changé. En fait, il faut remarquer que il existe, en fait, une partie downside, une partie upside. La partie upside, hein, c'est-à-dire, dans le cas où le rendement est positif, tout le monde cherche un rendement positif. On s'en fiche un peu. On veut que le rendement soit positif. C'est-à-dire, cette partie qui se trouve en haut, ça c'est zéro. Ça c'est zéro. La partie qui se trouve en haut, on ne s'intéresse pas vraiment à cette partie, car là, on est en train de gagner de l'argent. La partie maintenant qui pose problème, c'est la partie inférieure, le downside. Downside. Bon, je vous rappelle, hein, ça c'est 2009. 2009. Entre 2008 et 2009. Qu'est-ce qu'on remarque ici? La chute. Ah, Mortgage. voilà, c'est la crise de subprime. La crise de subprime. Donc, on voit ici en fait que cette stratégie a perdu combien à peu près? A perdu 6%. C'est-à-dire, en pleine crise de subprime de 2008, la stratégie a perdu 6%. C'est-à-dire, si toi, tu as investi $100, ça veut dire que tu vas perdre $6. L'explosion. B. Très bien. 2018. L'explosion de la bulle Internet. B. Aïe, aïe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va essayer de tracer l'histogramme des rendements. Là, je suis en train de tracer la série temporelle. Je regarde ce que là fait. Ce que là, ça va, tu sais? Ok, très bien. Oui, ce que là. Allez, allez, on va tracer l'histogramme. Hein. Donc, au lieu de plot, s'il vous plaît, on va tracer l'histogramme. Qu'est-ce qu'on remarque? Bon, je viens ici, je vais mettre bin égal à par exemple 100. Ah, bin. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, comment tu as interprété un histogramme? B. Allez, je mets. C'est bon, là, nous avons tracé la série temporelle. Maintenant, on va tracer l'histogramme des rendements. Et maintenant, je vous pose une question. Bon, c'est quoi un histogramme? Qu'est-ce que ça veut dire, histogramme? Ou bien, un histogramme, ça permet de représenter quoi en réalité? B. En fait, un histogramme est un graphe, d'accord? Utilisé dans quel cas? Dans le cadre d'une seule variable aléatoire. Une seule variable aléatoire. Dans le cas d'une seule variable aléatoire, on utilise un histogramme. Dans le cas aussi d'une série statistique univariée. C'est-à-dire quand on prend une série statistique univariée, hein, une série statistique, ou bien une variable aléatoire, une colonne, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette variable? On peut tracer un histogramme. Allez, qu'est-ce que ça veut dire, histogramme? Supposons, hein, je vous donne une variable, par exemple, je vous donne âge, la variable âge. La variable âge, ici, c'est une colonne. Hein. On prend, par exemple, la population tunisienne. Elle est jeune, moyennement jeune, la population. Ça commence à... Donc, en fait, nous avons, par exemple, le premier citoyen, il a 30 ans, 31,5, 0,2, un bébé, le 90. D'accord? Non, c'est pas vraiment la loi normale. Hein, l'âge. En fait, on va finir là. Est-ce qu'on peut avoir des âges négatifs? Non. Est-ce qu'on peut peut-être avoir des âges supérieurs à 100? J'en sais rien. J'en sais rien.
Je ne sais pas, peut-être. Mais 200, je pense que non. 200, c'est impossible. Donc, un histogramme, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il faut choisir une résolution. Il faut choisir une résolution. C'est quoi la résolution? Qu'est-ce que ça veut dire, résolution? La résolution, en fait, c'est le nombre de bins. Bin. Là, moi, j'ai mis bins. Bins, c'est-à-dire le nombre d'intervalles. Donc, toi, tu vas prendre la variable, ta variable aléatoire. Tu vas prendre la valeur minimale. Tu vas prendre la valeur maximale. Tu vas prendre la valeur minimale. Tu vas prendre la valeur maximale. Et tu vas en fait choisir un nombre de bins, un nombre d'intervalles. Puis tu vas diviser. Allez, maintenant, imaginez, hein, entre 0 et 10, entre 10 et 20, entre 20 et 30, entre 30 et 40, entre 40 et 50, 60, 70, 80. Allez, là, je vais mettre 90. Oh, on trouve la plus grande fréquence. En fait, par exemple, en Tunisie, là, la plus grande fréquence, c'est entre 30 et 40. Donc, on va trouver ici vraiment un grand bin. Ah, que représente ici alors l'axe des Y? Non, fréquence. Ou bien occurrence. Un peu fréquence, c'est mieux. Occurrence. En fait, le nombre des citoyens tunisiens qui ont un âge entre 30 et 40. Et puis, on va trouver ici peu, ça commence à diminuer. D'accord? Donc, un histogramme, en réalité, ça représente quoi? Ça représente une seule variable aléatoire. Tu peux dire séquence, mais c'est faux. Tu dois dire soit série statistique univariée en statistique. Si toi, tu travailles en probabilité, un histogramme permet de représenter une variable aléatoire. Une variable aléatoire. Donc ça, c'est une variable aléatoire. Bon. Et puis, tu vas représenter ici les fréquences, les occurrences, en fonction de la variable. Attention. Maintenant, regardez, je vais commencer à jouer avec les bins. Quand je regarde, pas de question de l'autre côté. Allez, je vais mettre par exemple 2 bins. Est-ce que c'est correct? En fait, j'ai dilué l'information. Elle est où l'information? C'est bon, l'information, elle est perdue là. Comment je dois faire pour récupérer l'information? Je dois régler la résolution. Je dois régler, mais je dois régler la résolution. Je dois régler la résolution. Regardez, je travaille avec 10 intervalles, 10 bins. On compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, apparemment, il y a des détails cachés. On va passer à 20. Ah, ça s'améliore un peu. C'est comme si toi, tu prends un oscilloscope, je ne sais pas si tu as fait le TP quand tu étais jeune pendant ton année du baccalauréat, et tu as commencé en fait à jouer avec l'oscilloscope. Tu changes le générateur, tu changes l'oscilloscope. Comment? في المنزل 6 ولا 7 انت وين؟ منزل 9. انا قريت في الليسي الاصفر في حب خالدون. ليه قريت في الليسي الاصفر؟ اللي جاي حب خالدون. والله ليه تسموه واحد. Regardez, on va prendre un nombre de bins égal à 500. Que se passe-t-il? يا جماعه راكم باش توليو dans quelques mois راكم باش توليو دي بيزنس اناليست باش توليو دي داتا ساينتيست راكم بوتيتر باش توليو دي كوانتيتيف اناليست يلزمك ملي تشوف ليستوغرام تخرج لي زانفورماسيون خدمتك انت تخرج لي زانفورماسيون لازمكم تكونوا فايقين يا جماعه c'est un métier qui demande beaucoup d'intention. Il faut être vraiment très concentré et il faut être rapide. B. Est-ce que cette représentation est correcte? Non. En fait, nous avons dilué l'information. Donc, peu de bins. Et là, c'est la même information. C'est la même information. Regardez, si je prends data, là. Je prends data. C'est les mêmes chiffres. Mais ici, est-ce que
est-ce que le manque d'informations, la disparition d'informations, c'est à cause de nous, là, c'est à cause vraiment de la variable? C'est à cause de notre représentation. Donc, beaucoup de bins tuent l'information. Peu de bins tuent l'information. Donc, il faut trouver, disons, en fait, enfin, pas vraiment au milieu, enfin, mais il faut trouver, il faut Ajustement. il faut comprendre la résolution. D'accord? Il faut comprendre cette histoire de résolution. B. Ah, très bien. Donc, je vais prendre par exemple 50 bits. Allez, et maintenant je vous pose cette question. Est-ce que, enfin, question. Pourquoi on veut tracer des histogrammes? Pourquoi on s'intéresse à tracer? En fait, regardez. Imaginons, toi, tu t'intéresses à la distribution des âges en Tunisie. Tu travailles par exemple à un institut tunisien de statistique, mais tu travailles dans un cabinet de marketing et tu t'intéresses en fait aux âges. Donc, quand on trace l'histogramme, tu vas essayer de l'ajuster, de le fitter. Mouche lifting, fitting, faire un fit, lifter autre chose. Enfin, fitter. Donc, on va par exemple ajuster cet histogramme avec cette loi. Pourquoi on cherche à ajuster l'histogramme avec une loi de probabilité? Pour comprendre le comportement du phénomène. Déjà, pour appliquer le module probabilité. Ah, je rigole. Enfin, c'est-à-dire pour appliquer les lois de probabilité que vous avez étudiées pendant la première période. Loi de Bernoulli, loi normale, loi log normale, loi de Kide, et ainsi de suite, ainsi de suite. Sinon, quand on arrive à ajuster correctement notre histogramme avec une loi de probabilité, en fait, ça représente quoi? Une densité. On peut déterminer la densité. Si on obtient la densité, c'est bon. On a tout obtenu. Pourquoi? Car à partir de la densité, si j'intègre la densité, j'obtiens quoi? J'obtiens une probabilité. C'est quoi la probabilité? Donnez-moi la formule de la probabilité. C'est-à-dire dans une loi continue. Ah, je mets un coup, je fais quoi, les gars, super. Ça va? En fait, c'est quoi la probabilité que la variable aléatoire x soit inclue entre a et b? Et bien, c'est l'intégrale entre a et b de f de x dx. C'est quoi f? F, c'est la densité de probabilité. Densité de la loi de probabilité. Vous avez fait encore plus loin, monsieur. Continue. Dans le cas discret, on n'écrit pas ça, on écrit plutôt ça. C'est la somme sur k allant de a à b, p de x est égal à k. Ça, c'est dans le cas discret. Vous, quand vous étiez pendant la première période, le prof vous donne la densité. Car on est où? On est en probabilité. En probabilité, on va des mathématiques vers la statistique, vers les données. Là, en stat, on va faire à l'envers, on va travailler à l'envers. On va commencer à partir des données, on va essayer de trouver une densité. C'est clair? En fait, la statistique, ou bien les statistiques et la probabilité, en fait, ce sont deux branches à part. Hein. Les statisticiens, ce sont des statisticiens, et les probabilistes, ce sont des probabilistes. Il ne faut pas mélanger. Ce sont deux métiers différents, techniquement. Donc, comment on fait pour déterminer cette densité à partir des données? Tu prends une variable aléatoire, tu la traces. Tu règles correctement le bin. Tu prends un grand nombre de bins, un petit nombre de bins, un nombre qui se trouve au milieu, juste milieu, et boum, on a tracé cette distribution. Maintenant, je passe à une autre question. Est-ce que cette loi est une loi normale? Non, c'est pas une loi normale. En fait, montrez-moi la région qui pose problème en investissement. Voilà.
En fait, la partie, voilà. Et Hebb, en fait, il a prononcé un mot important. Il a dit asymétrique. Asymétrique. On verra après avec quel moment, en proba, il y a une grandeur qui s'appelle Kirtosis, et notre grandeur qui s'appelle Skewness, et qui permet de calculer la symétrie. Donc, pour un investisseur, la partie qui se trouve à droite, la partie qui se trouve à droite, c'est-à-dire à partir de 0. Attends, la partie qui se trouve à droite, à partir de 0, ne pose pas problème. On est en train de gagner de l'argent ici. Mais elle est où la partie qui pose problème? C'est la partie qui commence ici, hein, c'est-à-dire moins l'infini jusqu'à 0. Là, on est en train de perdre de l'argent. Downside, on appelle ça downside. Donc, le but, c'est de minimiser l'effet du downside. Est-ce que c'est clair? Voilà. B. Allez. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va essayer de dire est-ce que cette distribution est une distribution normale ou pas? Le but de minimiser les rendements négatifs. L'effet du downside effect. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut calculer la valeur moyenne. Hein? On peut calculer la valeur moyenne. Donc, on peut calculer l'écart type. On peut calculer la médiane. On peut calculer la médiane. Mais, encore une fois, est-ce qu'on peut supposer que la distribution du rendement est gaussienne? Malheureusement, non. En fait, regardez, on voit que pendant les périodes de crise, on finit par un rendement négatif. Et ça risque en fait de nous faire perdre de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on doit définir deux autres grandeurs, le skewness et le kurtosis. Allez, je vais vous donner les formules là. Puis, comment? Sinon, par rapport à la distribution âge, en fait, c'est comme une loi de Kidd. C'est comme une loi de Kidd. Car tout simplement, on n'a pas des âges positifs, négatifs. Est-ce qu'on peut avoir des âges négatifs? Non. D'accord? En fait, ce n'est pas vraiment la loi normale. Ici, pourquoi ce n'est pas la loi normale? Hein? Qui peut me dire? Car c'est une loi. En fait, non, c'est pas par rapport à centré. Non, on peut avoir des lois normales à non centré. Mais c'est une loi à queue épaisse. On dit à longue queue. Voilà. Non, mais toi, tu t'intéresses à avoir des rendements positifs. Au contraire, ça t'arrange. Plus le rendement, plus la queue est épaisse de ce côté-là, mieux c'est. On est en train de gagner de l'argent. Le problème, c'est cette face. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va définir deux grandeurs, le skewness et le kurtosis. Kurtosis. C'est quoi le skewness? Le skewness, en fait, c'est tout simplement, c'est la variable aléatoire moins sa valeur moyenne. Et je mets ça au cube. Et je divise par l'écart type au cube. Je prends la variable aléatoire, je soustrais la valeur moyenne. Je soustrais la valeur moyenne. Ils sont en train de voir ici ou pas? Bon, ils ne sont pas en train de voir. Je soustrais la moyenne. Et puis je mets au cube, je divise par l'écart type au cube.
Allez, le kurtosis maintenant. Le kurtosis, je prends la variable aléatoire, je supprime, ou je soustrais la moyenne, je mets à la puissance 4, et je prends l'écart type, je mets à la puissance 4. B. Regardez. A t est égal à 0. Nous avons commencé par quoi? Nous avons commencé en fait par une variable aléatoire. Quand moi je te donne une variable aléatoire, qu'est-ce que tu fais avec cette variable aléatoire? Tu vas tracer la moyenne. Mais en réalité, c'est quoi la moyenne? C'est le moment d'ordre 1. L'espérance. La moyenne, c'est comme l'espérance. Enfin, une bonne approximation de l'espérance, c'est la moyenne. Okay? Donc, c'est un moment d'ordre 1. B. Maintenant, si on veut extraire encore davantage d'informations, et je mets un بالعربي. انت عندك الفاريبل aléatoire. انت عندك عدد دي شيفر باش تخرج منهم الكميه الماكسيموم تاع المعلومه. كيفاش باش تخرج المعلومه من سيكونس نتاع دي شيفر؟ انت عندك دي شيفر، انت تخدم في الستاتستيك، تحب تخرج مني شيفر انفورماسيون معلومه، ايش تعمل؟ نعيطوا للبروبا، ايش تلقى فيها البروبا؟ تلقى فيها دي مومون. هذايا مومون دوردرو 1. هكا دوردرو 1. اي valeur moyenne يعطينا une information. Ça nous donne en fait une information sur la valeur, disons, la plus probable. La valeur la plus probable. D'accord? Voilà. L'espérance, quoi. Dans d'autres cas, non, enfin pas dans tous les cas. Il y a des lois de probabilité où il n'y a pas d'espérance. Mais c'est rare. Comment on fait pour extraire davantage d'informations? En fait, on va passer au moment d'ordre 2. C'est quoi le moment d'ordre 2? C'est l'espérance de x au carré. Le moment d'ordre 2. Où on trouve le moment d'ordre 2? C'est la variance. C'est la formule de la variance. C'est pas e de x au carré, moins e de x. Le tout au carré. Ah, e de x, c'est une valeur moyenne. Donc, on a déjà e de x au carré. Et l'écart type, l'écart type, tout simplement, c'est la racine carrée de la variance. Donc, tu as une variable aléatoire. Mais l'eau, tu fais le moyen. Tu fais le moment d'ordre 2. Tu fais la racine carrée de la variance. La variance, il fait un moment d'ordre 2. Tu as l'écart type. Tu as en fait la dispersion autour de la valeur moyenne. En analyse statistique traditionnelle, mais en finance de marché. Quand je vous montre des distributions comme celle-là, eh ben, on remarque que malheureusement, on ne peut pas. Après, je vais vous montrer un test d'hypothèse statistique. On ne peut pas appliquer une approximation gaussienne. Une gaussienne, elle s'arrête ici. Elle n'a pas une queue longue. On va dire, الظل نتاعها طويل، الظل نتاعها قصير، 3 sigma توفى. À 3 sigma, on obtient combien de probabilité? 99%. À 3 sigma, 99%. À cet égard, en finance et en actuariat, en assurance, quoi. On va vers les moments d'ordre 3 et les moments d'ordre 4. Donc, il ne faut pas oublier ça. Vous aurez un truc comme ça dans l'examen. Moment d'ordre 1, moment d'ordre 2, moment d'ordre 3, moment d'ordre 4. Chef, plus tu pousses le calcul, plus tu extrais de l'information. C'est magique, non? Pourtant, ce sont les mêmes chiffres. Mais plus tu pousses le calcul, plus tu extrais de l'information. تخرج معلومة. Allez, يا جماعة. Donc, je vais vous montrer comment calculer le skewness et le kurtosis en Python. Allez. Ah oui, j'ai oublié. En fait, le jour pour l'examen analyse des données financières, les documents sont autorisés. Les documents autorisés.
Oui, mais tu vas faire des calculs. Je ne sais pas, je suis en train de réfléchir. Ah, autorisé, autorisé, autorisé là, je ne suis pas. Enfin, je ne vous conseille pas. Enfin, bref. Allez, je mets. Regardez. B. Regardez la fonction qui calcule le skewness. Elle est ici. En fait, je prends la variable aléatoire, R, je fais, moi, la valeur moyenne, je calcule l'écart type, et que j'applique la formule. La variable aléatoire, moi, la moyenne au cube, divisé par sigma au cube. Si toi, tu es pressé, enfin, c'est-à-dire tu es dans un examen, tu es pressé, tu peux utiliser directement cette formule. SciPy stats skew. SciPy stats skew. Donc, on va faire ça. Import, on va lui dire import SciPy. Est-ce que ça marche ça? Je réfléchis. Oui, oui. Donc, on va dire ça plutôt. From SciPy.stats, on va charger skew. Skewness. Pardon. Voilà. Okay. Compute the simple skewness of a dataset. Ça calcule les skewness des données. C'est clair, ça va, c'est bon, vous avez compris? Oui, oui, c'est toi? Oui, oui, oui. En fait, j'ai remarqué un truc. À l'IDEC, ils sont pas très loin de nous. Bien, nous, on n'est pas très loin. Enfin, moi, personnellement, je suis pas très loin des gens. Bon, ils sont très très loin en finance. Je parle de Python. En fait, il donne l'aspect théorique des choses. Et puis, il applique directement avec Python. Et il te donne en fait la formule directe. Et puis, il te donne une fonction en Python bien développée afin d'améliorer ton niveau en informatique. C'est-à-dire vos amis qui sont à l'IDEC, qui ont fait 2 années de classe prépa et qui ont payé 45 000 € sont en train d'étudier la même chose là. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, mais c'est, voilà pourquoi. Là, vous allez me dire, enfin, si nous avons une fonction préapportée qui se trouve dans SciPy et stats, pourquoi définir cette fonction? Eh bien, un business analyst, un data scientist, un quant comme vous a besoin de programmer. Il faut améliorer vos compétences en programmation. Voilà, voilà. Je vous conseille donc. Maintenant, en fait, pour les kurtosis, il existe cette fonction def kurtosis. Ou bien, enfin, tout simplement, je viens ici, je mets virgule et j'écris kurtosis. Ok, très bien. Donc là, je suis content. J'ai chargé skewness, j'ai chargé kurtosis. À partir de ce module stats de SciPy. Je demande à vos amis. Allô, Asma, Ahmed, Yajmia, est-ce que vous êtes en train de m'entendre là? Enfin, est-ce que vous êtes en train de comprendre? Là, je suis en train de suivre, c'est bon. Ahmed, tu es en train Oui, de c'est ça, monsieur. suivre. Ok. Ou Mohamed Skanda. Oui, ça va. ثم حسين ومعنا سكراء في لين زين. B, ok. Allez, je m'arrête. Concentrez-vous, s'il vous plaît. B. Allez, regardez. Je veux calculer le skew. Donc, le skewness. Donc, je viens ici. Pardon. Et, bon, je vais prendre toute cette partie-là. J'ai oublié, en fait, ici, les guillemets. Donc, j'obtiens un skewness négatif. Je calcule le kurtosis.
on obtient un kurtosis égal à 1,52. Allez, on va interpréter. On va interpréter. Question. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons un skewness négatif. Oui. الويت اكثر على اليسار البوا اكثر على اليسار négatif. En fait, pour la loi normale, pour la loi normale, on s'attend à quoi comme skewness? Pour la loi normale, si moi je te trace la loi normale sont très réduites. Et le kurtosis 0 aussi. D'accord? Monsieur, le kurtosis, en fait, tu regardes la queue. Skewness, en fait, très coupable. سكون الصفر معناها ديستريبيوشن نورمال عاد نيجاتيف الويت على اليسار بوزيتيف الويت على اليمين. Voilà. Eh bien, regarde ici cette distribution. Toi, imagine, tu travailles dans un hedge fund. J'espère. Hein. Tu travailles dans un hedge fund. Et devant toi, il y a 13 stratégies. Tu as 13 stratégies. Voilà. Face à toi, tu disposes de 13 stratégies. Quelle stratégie tu vas choisir? Enfin, empiriquement, hein, on va discuter. Voilà. Non, un skewness positif. احنا في اللي عندنا تو في طب ليه رجعنا باسم الاستقرار؟ لو كمان على اليمين بوزيتيف الاغلبيه بعد صفر بالعكس Non. En fait, le skewness, c'est par rapport. Il y a des négatifs. Non, c'est par rapport. C'est par rapport à ça. C'est-à-dire, est-ce que la distribution, elle est comme ça ou bien elle est comme ça? Négatif, en fait négatif, c'est-à-dire que la distribution n'est pas symétrique. En fait, la distribution n'est pas symétrique et se trouve est penchée à gauche. Penchée à gauche. Non. Non. En fait, tu ne regardes pas la queue. Tu regardes pas la queue. N'oublie pas, Badr, quand toi tu calcules le skewness, tu vas supprimer la valeur moyenne. On va centrer, hein. En fait, regarde, on va centrer. Mais, attendez une minute. Je vais prendre, oui. Je vais prendre l'histogramme. Mais, regardez ce que je vais faire. Je vais supprimer la valeur moyenne. Allez, je vais faire moins, data, long, short, equity, point 1000. Et je ferme les parenthèses, je trace. Allez, regarde ici. Tu vois? Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai centré la distribution. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu remarques? On remarque en fait qu'il y a une contrepartie vers la partie négative. La distribution est plus penchée vers les rendements négatifs. C'est-à-dire, il ne faut pas... Chauffe. Bon, je vous envoie ce code déjà. Oui. Vas-y. Normalement, c'est interdit, là, mais bon. Normalement, j'appelle quelqu'un. Ça va, vous avez pigé, est-ce que vous avez compris ça déjà? Voilà, donc ici, la valeur moyenne, en fait, est positive. Hein. La valeur moyenne est positive. Très bien. Donc qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste à vérifier. Donc, nous avons calculé la valeur moyenne. Nous avons calculé les quartiers.
Nous avons calculé les skewless. Nous avons calculé les kurtosis. Maintenant, on va appliquer un test d'hypothèse statistique. Ben, on va appliquer le test de c'est un test de normalité. Voilà, de Jarque-Béra. On va appliquer le test de Jarque-Béra. Test de normalité. Jarque-Béra. Je vous demande d'aller à SciPy Stats, d'accord, et chercher le test de Jarque-Béra. Bon, test de Jarque-Béra. Donc, en fait, from SciPy, on va charger Stats. Et puis dans Stats, point. Regardez là, c'est vraiment intéressant, hein. C'est-à-dire toute la statistique se trouve dans SciPy Stats. Vous allez trouver, enfin, il y a un test qui s'appelle Ansari, Bernoulli, Beta, Beta Prime, plein de. Le test binomial, Box-Cox, Bradford, Cauchy, Ki 2. C'est génial, hein? Proba et Stat. Proba et Stat. Il est impossible, Rao. Il est impossible, yani, de. Bon, on est en liste. C'est bon. On passe. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, voilà, partez vers la fonction qui s'appelle isNormal. isNormal. Allez, on va utiliser cette fonction. Donc, CTRL-C. Puis, CTRL-V. J'exécute, c'est bon, ça passe. Bon, je vous envoie quand même la fonction. Hein. Oui. En gros, hein, cette fonction applique le test d'hypothèse statistique de Jarque-Béra pour déterminer est-ce que la variable aléatoire est normale ou pas. En fait, par défaut, le test suppose un risque de 1%. Vous vous rappelez du 5%, alpha égale à 5%. Ici, on va travailler avec un 1%. Comment? En fait, c'est un test d'hypothèse statistique. C'est-à-dire vérifier est-ce que la distribution est normale ou pas. En fait, quand même, encore. Non, Badr. En fait, depuis enfin, c'est-à-dire après le confinement, j'ai appris beaucoup de choses. En fait, même dans la technicité d'enseigner, avant, moi, je fais quoi? Je me suis dit, pourquoi la peine? Je vous montre juste la fonction directe. Et puis, j'ai appris, en fait, à partir des gens qui sont plus calés que moi. Ils sont plus calés que moi, quoi. À l'IDEC, il ne faut pas vraiment faire ça. C'est-à-dire, il faut mettre la fonction, il faut appeler la fonction dans une grande fonction. Il faut s'approprier la fonction. En fait, à la fin, quand toi, tu finis la certif, tu vas finir par écrire 740 lignes de code. Voilà. Comment? En fait, c'est un code. Ce sont des fonctions qui permettent d'avoir une gestion optimale des portefeuilles. Selon les gars qui travaillent à l'IDEC Institute of Risk, ils ont un institut de recherche qui s'intéresse uniquement au risque. Peut-être ESB dans 2 siècles. Allez, je mets. Donc, je vais lui dire is normal et
je veux mettre les données. Je veux mettre mes données. Bon, je vais exécuter. Pardon. Non, mais sincèrement, ça c'est vrai, hein. Folle, ça. Folle. Donc, quand on applique un test d'hypothèse statistique de Jarque-Bera, un test de normalité, sur le rendement de cette stratégie, on voit qu'il ne s'agit pas avec un risque de 1%. C'est beaucoup, hein, un risque de 1%. D'habitude, on travaille avec 5%. Ça, c'est 1%. On remarque qu'il ne s'agit pas d'une distribution normale. C'est quoi l'erreur? Il faut faire import SciPy et point stats. Bon. D'accord. OK. Donc ça c'est bien. Oui. Enfin, dis-moi, oui. شنو مشكلة تقرأي؟ به شوف الكود هاي je répète. به regarde, en fait si la variable à l'entrée, l'input quoi, est un data frame, et ben ça va, qu'est-ce que ça va faire? En fait, ça va transformer, ça va faire R.aggregate is normal. Non. En fait, on va appliquer, ça c'est une fonction d'agrégation. On va appliquer cette fonction is normal sur le data frame. Par contre, si la variable à l'entrée est une série, hein, n'oubliez pas, attention, le LED, ça c'est une série. Ça. En réalité, ça c'est une série. Hein. Regardez, je vais faire type. C'est une série. Par contre, c'est moi, hein, au lieu de la série, je vais lui donner tout. Hein, tout. Ah, regardez. Je peux lui donner tout le data frame. Tu peux travailler sur les data. Oui, false. Avec un alpha, un risque de première espèce est égal à 1%. Oui, mais en finance, malheureusement, on ne travaille pas avec 5%. Voilà, ce sont des stratégies. Non, il existe d'autres. En fait, il faut regarder le ratio de Sharpe, il faut regarder d'autres. Par contre, on a normal data, خرجنا false. positif. أنا عاطينا بوزيتيف الويت أكثر من على اليمين أكثر من اليسار. كرتوزيس. شوفوا كرتوزيس داتا. هكا برشا بوزيتيف. Et skewness. Skew, d'accord. Enfin, oui, à la limite, cette stratégie, en fait, elle est la deuxième stratégie, c'est-à-dire CTA global. Et bon. Non, ça ne donne rien là. Mais je peux sortir, hein. Je peux lui dire liste et sorted. Voilà. Donc, en fait, là, qu'est-ce qu'on remarque? Non, plus que ça. Il y a trois stratégies où le skewness est positif. Mais de toute manière, tout ça, c'est qualitatif. Hein. Tout ça, c'est qualitatif. Moi, qu'est-ce que je veux faire, en fait, dans l'examen? Il y aura une partie sur la finance de marché, une autre partie sur la finance d'entreprise. Sur la partie finance de marché, je peux vous montrer un exemple. Hein. Je vais vous montrer un truc là. Oui.
Pour quelle stratégie? Kirtouzis, ça te l'a 1,52. Non, peut-être. Impossible. Non, non. Il y a un souci là. Bon. Attendez, je mets. Non, peut-être lui n'a pas divisé par 100. Hein. Peut-être lui n'a pas divisé par 100. Non, pas ça. كيفاش عملت؟ Bon, c'est pas grave. Ouais. Maintenant, allez, je viens. On va passer. Les. Chouf, regarde, je vais utiliser la même fonction. Hein. Kirtouzis, regarde là. Kirtouzis, bon, hein, je fais ça. Hein. Je vais faire ça. Je vais définir la fonction. Shift entrée. Puis, je vais faire Kirtouzis data long short. Ah, d'accord. D'accord. Par contre, quand je fais que directement Kirtouzis, ah oui, tu as raison. Ah, Kirtouzis, oui. Bon, j'exécute. 1,52. Attends, je regarde comment. Non, c'est the force central moment divided by the square of the variance. C'est la même chose. Hein? Ah, if Fisher's definition is used, on supprime 3. Ah, d'accord. En fait, là, on est en train de parler systématiquement, on supprime à 3. Ah oui, c'est un biais systématique. B, très bien. B, OK. B. Donc, regardez, en fait, le jour J, hein, bien sûr, il faut avoir une connexion sur Internet. Qu'est-ce qu'on va... C'est-à-dire, je vais vous envoyer une action. C'est-à-dire, soit je vous demande de charger une action, hein, Facebook, ou bien, c'est simple, hein, c'est-à-dire from pandas data read. Est-ce que tout le monde dispose du module pandas data read?
On va charger data. Puis, on va charger data. Voilà, data. Bon, j'envoie ça à vos amis. Puis, là, on va from datetime. On va charger datetime, la fonction datetime. From datetime, on va charger datetime. Puis, on va définir, par exemple, start est égal à datetime. Par exemple, 2000, le 1er janvier 2000, and on va prendre aujourd'hui, datetime, today. Puis, on va choisir une entreprise. On va prendre par exemple Facebook. Hein. Enfin, Facebook, c'est pas bien. Google, hein. On va prendre Google. Puis, j'utilise data reader, entreprise. On va utiliser Yahoo Finance, start et and. On va, voilà. Je suis en train de réfléchir, de Georgie. Je vous demande en fait d'analyser des données en temps réel. Là, ça demande Internet. En fait, il y a deux possibilités. Soit je vous charge un fichier qui contient, par exemple, l'état d'une entreprise. Par exemple, à partir de 2000, en Facebook a intégré la bourse de New York en 2004. Soit, je vous demande vraiment de charger ça à partir d'Internet. Puis, vous allez commencer à analyser ces données. Donc ça sera la première partie. Ça, donc, mais toi, tu vas te connecter sur Moodle. Moodle, ah, d'accord. Okay. Mais donc, je vais mettre aussi un fichier Excel. Enfin, un fichier CSV. Là, on dispose de quoi? Du prix, du plus grand prix, le plus petit prix, le prix d'ouverture, le prix de fermeture, le volume échangé et le prix de fermeture ajusté. En fait, nous, techniquement, on travaille avec le prix de fermeture ajusté. Donc, oui. Ça, c'est Google. Hein. Yahoo Finance. Google Finance, ils ont fermé les vannes. Hein. Maintenant, il faut payer. Et le site XE, il faut aussi payer. Mais il y a des solutions. Bon, pour l'instant, prenez Yahoo Finance. B. Oui. Data Reader, en fait, lit à partir de plusieurs sources. Donc là, regardez, aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui? On est le 10 juin. Le 10 juin. Et bon, il vient de nous donner le prix d'hier. Le prix d'hier. Donc, je vais mettre ça, en fait, dans un data frame. Je vais mettre tout ça dans un data frame. Sans des données. Hein. Puis, regardez. Je vais, par exemple, tracer columns et je vais tracer la dernière colonne. Donc, adjusted close point plot. Il y a un truc ici bizarre, hein? Coronavirus. Et puis, apparemment, ça reprend maintenant ça reprend. Ça, c'est l'évolution de l'action de Google. Donc, ça sera... je te donne le prix, je te demande de calculer le rendement journalier, ici, journalier, hein, pas mensuel. Et puis, je vais te demander de calculer, de vérifier la normalité du rendement, calculer le cortosis, calculer le skewness, interpréter, patati, patata, patati, patata. Calculer le ratio de Sharpe. En fait, on va essayer de répliquer le projet. Vous avez travaillé beaucoup sur le projet, et ça, je vous salue. Hein. C'est bien. Vous pouvez mettre ça dans vos CV. Déjà, c'est bien. Mais malheureusement, en fait, c'est une stratégie préhistorique. Personne n'utilise cette stratégie. C'est-à-dire qu'il faut étudier dans une école de finance, car il existe plusieurs autres stratégies. Oui, enfin, si tu zoomes à la fin, tu vas trouver que ça s'améliore. Maintenant, j'ai une question.
Donc, vous avez étudié le machine learning, vous avez étudié les séries temporelles. Est-ce qu'on peut prédire le prix avec cette série temporelle? C'est compliqué. C'est très compliqué. Oui, c'est faisable. Ah, LSTM, Long Short Term Memory. وقتها يجي بريسك فوق الكورب. Oui, oui. Voilà. Est-ce que c'est bon pour la partie finance de marché là? De toute manière, je vais vous préparer un examen de loi. L'examen t'a amené ou pas? Attends, je vous montre l'examen t'a amené. Ça, c'était presque l'examen t'a amené. Il y avait un cas plus proche voisin. Canet. Ça, c'est Camille. Et puis, régression.